Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur openboxtv.fr, l'émission d'Alain Juillet avec une nouvelle émission et un nouveau sujet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? On va parler de quelque chose qui nous touche beaucoup parce que ça se passe tout près de chez nous, c'est les relations entre l'Allemagne et la France en ce qui concerne l'armement de défense. Et comme chacun a pu le voir, il y a beaucoup de choses dont on pourra parler. On va voir ça ne se passe pas exactement comme en tout cas les Français l'avaient prévu il y a quelques années. Et pour m'accompagner dans cet échange, j'ai demandé à Caroline Galexteros, qui est la fondatrice et la présidente d'un think tank que tous les stratèges connaissent, qui s'appelle Géopragma, qui travaille sur la stratégie, mais justement en sortant de la pensée convenue et de la pensée unique pour essayer d'aller plus loin. Et donc je pense que qui pouvait mieux qu'elle participer à cet échange dans lequel il va falloir qu'on approfondisse un petit peu des réalités qui ne font pas toujours plaisir. Il y a aujourd'hui des jeux qui s'opposent, qui sont totalement différents, mais qui jusqu'à maintenant ont eu tendance à être crus par ceux qui prenaient les décisions, ce qui est quand même inquiétant, je dirais. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir justement avec Caroline, en repartant sur une base que vous avez mentionnée qui est très importante, et que les gens ne s'en rendent pas compte, au niveau français en particulier, c'est qu'avec 100 milliards d'euros de plus sur le budget de la défense, c'est vrai que ça va mettre les Allemands au niveau demandé par M. Trump et M. Biden de 2% du budget du PIB, mais surtout, ça fait de l'Allemagne la première puissance au point de vue investissement militaire en Europe. Et ça, c'est une révolution. Il faut bien voir que depuis la Deuxième Guerre mondiale, d'une part parce qu'eux ne voulaient pas, mais aussi parce qu'on les empêchait, les Allemands ont été toujours maintenus à un niveau beaucoup plus bas. Et là, avec ce budget qui vient d'être décidé, les Allemands se retrouvent en étant la première puissance militaire en Europe. Alors certes, vous l'avez dit, l'armée allemande n'est pas très efficace aujourd'hui, mais avec des moyens pareils, vous pouvez leur faire confiance. En quelques années, ils feront ce qu'ils ont dit et ce qu'a dit récemment le chef d'état-major de l'armée allemande. Nous avons pour vocation de faire régner la paix et la concorde en Europe. Eh oui, ça rappelle des souvenirs. Les Allemands sont en train de négocier le SCAF. On va y revenir. Mais qu'ont-ils fait comme première mesure ? Ils ont acheté des F-35 américains. Donc au moment où on dit on va construire l'avion du futur ensemble entre Français et Allemands et Espagnols, eux ils commencent par acheter du matériel américain. Alors est-ce que c'est bien sérieux ? C'est une question qu'on peut se poser au départ. Oui. D'abord, merci de me recevoir. Je suis très heureuse de venir sur Openbox TV pour parler de tout cela. Votre introduction était formidable parce qu'effectivement, l'Allemagne, pour moi, est en phase de réémergence cardinale, stratégique et géopolitique au cœur de l'Europe. Absolument. C'est-à-dire l'ancien équilibre qui voulait que les Allemands s'occupent d'économie et nous, ça c'était durant la guerre froide, de stratégie, que nous ayons une prédominance militaro-stratégique en gros, et qu'eux puissent se reconstruire, etc. Et ça a duré aussi après la réunification un petit peu. Tout ça, c'est juste terminé. Oui. Quant au programme SCAF, sans jeu de mots triste, il a du plomb dans l'aile. Il a du plomb dans l'aile et vous allez dire que je fais du mauvais esprit, mais les complotistes ne sont pas forcément les comploteurs. Et je me demande jusqu'à quel point toute cette affaire du SCAF, toutes ces années perdues, parce que quand même, ça a pris 5 ans, pour arriver finalement à la conclusion que le rapport de force est différent, que les transferts technologiques attendus par l'Allemagne ne sont pas acceptés à juste titre par Dassault, et que donc les Allemands ne vont pas pouvoir récupérer ce qu'ils attendaient en fait, de cette coopération. Après, il y a toutes les affaires avec ADS, les rapports de force à l'intérieur de ADS, d'Airbus, la manière dont l'Allemagne a aussi capté un certain nombre de choses à l'intérieur d'Airbus. Donc là aussi, on se paye beaucoup de mots, mais enfin, les réalités des rapports de force sont un peu plus tristes.
Et donc, on est aujourd'hui, moi, c'est vrai que je me demande jusqu'à quel point ces années perdues sur ce programme, sur ce projet commun, comme d'ailleurs en parallèle sur celui du char, Oui, on va en parler, on en va en parlera. parler, parce qu'il faut en parler du char. n'étaient pas juste destinées à nous faire perdre un peu de temps. Hum. Hein? Mais on- Parce que maintenant, on arrive à l'Allemagne qui finalement fait ce qu'on pouvait imaginer, enfin les mauvais esprits comme moi, imaginer il y a déjà quelques temps, c'est-à-dire qu'elle va acheter des F-35, voilà, qu'elle rentre dans le rang, que c'est certes une armée qui n'a rien à voir avec la nôtre en termes de capacité et de compétences, mais enfin quand même, c'est l'armée la plus intégrée de l'OTAN. Oui. Donc tout ça va de pair avec une reprise en main via l'OTAN de l'Europe, avec la désignation d'un allié central auquel on va donner, notamment contre son abandon des filières énergétiques avec la Russie, un certain nombre d'atouts. Je parle de Washington. Et donc l'Allemagne est en train, j'allais dire, Oui. le couple franco-allemand, c'est fini là. Hein. Là, Oui, je pense qu'il je crois faut que quand même se vous venez de réveiller. le dire. Vous venez de Voilà. dire, on a vraiment l'impression que c'est la fin du couple franco-allemand. c'est terminé. Au-delà de ce que déclaration, évidemment, mais on va des continuer. politiques qui disent que tout est merveilleux. Mais indiscutablement, les Allemands ont pris dans tous les domaines. Ils ont pris le sur le lead. plan économique, ils ont pris durant le Covid une avance considérable par rapport à nous. Ils n'ont pas les niveaux d'aide qu'on a, donc ils peuvent s'endetter alors que nous, on ne peut plus. Enfin, il y a tout un ensemble. Oui. Et sur le plan militaire, vous citiez... Mais il y a 3 exemples qui, quand même, de suite, qui, quand même, ceux qui ne veulent pas réfléchir devraient quand même ouvrir les yeux. Il y a eu l'affaire des avions patrouilleurs de la marine, où on devait faire un projet ensemble. Hein. On devait faire, les Français et les Allemands, on devait faire un projet d'avions patrouilleurs pour pouvoir surveiller nos espaces maritimes. Et puis on a eu la mauvaise surprise d'écouter les Allemands nous dire, ben voilà, on a changé d'idée. Ça faisait des années qu'on travaillait là-dessus ensemble. On a changé d'idée, on achète des patrouilleurs Orion, des patrouilleurs américains, parce que ils sont sur étagère, ça coûte moins cher et c'est plus rapide. Ah oui, mais ça met en l'air tout le plan français, du côté français, pour faire des patrouilleurs maritimes. Et on ne peut plus renouveler les nôtres. Deuxième exemple, on a eu l'hélicoptère, le fameux Tigre, qui a été construit franco-allemand, qui est un hélicoptère d'attaque. Alors, il faut le modifier, il faut l'améliorer, on le savait tous, le Tigre a des problèmes, il fallait l'améliorer, les Américains ont dit pas de problème, on participe, et puis qu'est-ce qu'on découvre, c'est qu'ils ont arrêté le projet, qu'ils vont acheter des hélicoptères Apache américains. Et là on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est d'un côté je réduis les énergies, d'accord, j'abandonne le Nord Stream 2, mais vous me compensez, et j'achète du matériel américain. Donc tout ça c'est un ensemble, et nous là-dedans, à chaque fois on est gros gens comme devant, comme disent les braves gens, parce que en définitive, nous, on n'a plus rien. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, certainement, quand on voit Eurosatori, on a eu la surprise de découvrir le nouveau char allemand, le KF-51 Panther de Rheinmetall. Et là aussi, quand on regarde tout ce qui s'est passé avec le projet, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin... Non, mais c'est ça, c'est le poteau rose, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a eu toute une phase... de crédulité française et de signaux encourageants, même si c'était quand même, moi en tout cas, j'ai compris et appris, et on m'a dit les réticences allemandes, enfin les véritables volontés allemandes derrière ces coopérations il y a déjà quelques années. Mais enfin, tout le monde a fait semblant de croire, parce qu'on adore faire semblant de croire à l'échelle européenne, et à l'échelle du couple allemand, n'en parlons pas. Du couple franco-allemand, n'en parlons pas. Donc, il y a toute cette phase où finalement, nous avons pris du retard. L'Allemagne a tiré les marrons du feu, si j'ose dire. Et ça pose des questions quand même très importantes sur non seulement la coopération franco-allemande, le couple franco-allemand, mais au-delà, sur l'Europe. Donc jusqu'à quel point est-ce qu'on va continuer dans cette espèce de défausse européiste européenne, alors qu'en fait, très concrètement, c'est quand même des politiques de puissance. C'est-à-dire l'Allemagne émerge à nos dépens pour ses intérêts, dans un lien très fort avec les États-Unis, dans un contexte de recomposition complète des équilibres mondiaux.
Et puis nous, on continue à expliquer l'armée européenne, l'indépendance européenne stratégique. Enfin, on continue à se payer de mots, mais c'est très grave. C'est-à-dire, on perd du temps. Absolument. On perd beaucoup de temps. Chaque mois compte, chaque année compte. On est quand même dans une phase, à mon avis, où à l'échelle plus globale, au-delà de la France, de l'Allemagne et même de l'Europe, en fait, l'Europe est le seul endroit du monde où on n'a toujours pas compris que la résurgence des empires et des politiques de puissance souveraine était totale et extrêmement offensive. Je ne parle pas seulement de faire la guerre, etc., ou de la préparer, mais il y a vraiment une reprise de la souveraineté partout dans le monde, sauf en Europe. Mais en Europe, certains, comme les Allemands, voilà, continuent. Voilà, ils bougent, eux. Ils bougent. D'autres pays aussi, sur d'autres thèmes. Et nous, on continue à être dans une espèce de méthode Coué qui consiste à se dire ça va arriver, ça va être beau, ça va être formidable. Parlons de paix, d'environnement, d'énergie, amen. Non, je veux dire, on est à contre-temps du réel, là. Absolument. C'est grave. Mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que quand on regarde, en plus, on a une problématique. Alors les Français, on a en plus une problématique terrible, c'est qu'on a développé une industrie. On était le seul pays avec les Anglais à avoir une industrie de défense, parce qu'on avait développé la partie militaire. On était les seuls. Bon, les Anglais sont partis, donc on restait tout seul. Là, on vient de voir que les Allemands surinvestissent, donc nous passent. Mais nous, notre industrie de défense, elle ne peut être efficace pour nous fournir le matériel dont on a besoin qu'à partir du moment où on partage les dépenses, parce que ça coûte de plus en plus cher aujourd'hui. Alors, on avait eu cette idée géniale de dire on va partager avec les Allemands. Alors, on a fait effectivement, on le disait, dans tous les grands domaines, on va partager. Sauf pour les sous-marins, parce qu'on n'était pas d'accord. Mais pour le reste, on partageait. Le résultat actuel, quand on regarde, c'est que à chaque fois qu'on a voulu monter une collaboration avec l'Allemagne, ils l'ont torpillé. Mais soit ils nous ont pris une partie des technologies, et à ce moment-là, c'est donc qu'on a été un peu les pigeons de l'affaire, soit ils ont tout arrêté, et on se retrouve obligé de tout financer si on veut aller jusqu'au bout. Et on a pris du retard. Donc on est touché. Je repense à cette histoire de char, parce que on a lancé l'histoire du char franco-allemand en disant les Français, on a des qualités, les Allemands, bien sûr, ont de grandes qualités dans les chars, on va faire ça ensemble. OK. On était deux. Puis après, les Allemands ont dit oui, mais il y a quand même un spécialiste des chars en Allemagne, c'est Rheinmetall. Oui. Alors on pourrait le faire venir aussi. Alors là, c'était plus un équilibre 50-50, puisque eux, les Allemands, ils avaient chacun une partie, et nous aussi. 2 tiers, 1 tiers, en général, ça commence mal. Bon. Et puis qu'est-ce qu'on découvre là maintenant, après des années de travail, on découvre cette année justement à Eurosatory que le KF-51, c'est le char du futur, et il est vendu par les Allemands, et que nous, donc, on est complètement marginalisés, parce qu'à l'évidence, ils ne vont pas faire un deuxième char, alors que celui-là est très performant. Et ils le vendent, alors que nous, on est encore en train de dessiner les plans. Donc ça veut dire qu'on a une fois de plus, on a été retardé, et on s'est fait avoir. Et il y a un point sur lequel je voulais revenir, mais après, je voulais aussi qu'on puisse en discuter, c'est que, sans être complotiste, parce qu'il ne s'agit pas d'être complotiste, mais il s'agit de poser de vraies questions. Au Parlement européen, il y a moins d'1 an, les Verts allemands ont présenté un projet de loi en demandant que tout matériel de défense vendu en dehors de l'Europe ait l'autorisation du Parlement européen. Ce qui est évidemment mortel quand on sait que c'est les Verts allemands qui l'ont déposé. Or, qui est actuellement la ministre de la Défense en Allemagne? C'est la chef des Vertes. Alors on a beau pas être comploteur, on se pose soi-même des questions. Parce que si ce n'est pas du sabotage annoncé de l'industrie de défense française, puisque les Allemands, ils ne vont pas faire de l'industrie de défense, ils achètent aux Américains. Donc on est dans un piège. Alors je ne sais pas comment vous réagissez, mais moi personnellement, je me dis, attends, il y a quand même, il y a un problème de fond là. On est dans un piège dont le domaine de la défense n'est que l'un des piliers, enfin l'un des domaines d'expression. Oui. Mais pour moi, le problème est encore plus lourd. Moi, je pense que les Allemands continuent. Et d'ailleurs, de leur point de vue, peut-on leur reprocher?
Encore une fois, le réflexe géopolitique, c'est de se mettre à la place de l'autre. Donc, si on se met à leur place, on peut comprendre qu'ils soient un peu fatigués de la fable de la cigale et de la fourmi, et que l'histoire de continuer à toujours payer et à être les vaches à lait de nos extravagances, pour être gentille, budgétaire, sociale, enfin bref, de ce qu'est la France aujourd'hui, eh bien, ça commence à les fatiguer. Et moi, je pense qu'à l'occasion du Covid, il y a eu cette fameuse mutualisation de la dette, plan de relance européen auquel Angela Merkel, sur la fin, n'a pas pu s'opposer, parce qu'il y avait un élan, il y avait un besoin, il y avait une urgence, il y avait aussi le besoin surtout que tout ça ne capote pas. Et d'ailleurs, la crise alimentaire qui s'annonce, elle date de là, elle ne date pas tellement de l'Ukraine. Exactement, elle venait avant. Mais la crise alimentaire venait ça avant. a commencé bien avant. Mais ça, je pense qu'ils l'ont quand même encore un peu en travers de la gorge et qu'on le paye. On le paye par le fait qu'ils nous font sentir quand même le poids de leur domination économique et financière. Alors bien sûr, ils sont eux-mêmes dans une phase difficile, etc. Mais je pense que la rationalisation budgétaire qu'ils vont faire, voilà, les réformes d'un gouvernement comme celui du chancelier Scholz, etc., tout ça va remettre l'Allemagne infiniment plus rapidement que nous sur les rails. D'abord parce qu'ils travaillent beaucoup plus. Enfin bref, tout est quand même plus rigoureux, plus cohérent. Et donc, je pense que là, le rapport de force franco-allemand, il va être encore pire, ça va être encore plus difficile, et de plus en plus difficile pour nous. Ça se voit dans l'armement, mais ça va se voir partout. Ouais, d'autant qu'on a... Nous, on est... Là aussi, personne n'en parle, ou très peu de gens en parlent, mais l'affaire de l'Ukraine a quand même fait comprendre à tout le monde qu'il peut y avoir une guerre classique, une guerre conventionnelle, classique, en Europe. Bon. En Europe ou ailleurs, puis les Américains veulent nous entraîner à la guerre contre les Chinois, où ça serait une guerre classique. Donc on est bel et bien dans un processus de ce côté-là. Mais alors, quand on regarde la défense française, nous sommes les rois de la force de projection. On sait se battre dans les colonies, enfin dans nos anciennes colonies, et on sait aller partout, et on est capable de se battre très bien. Et là, on a les équipements pour ça, ou à peu près. Mais par contre, lorsqu'on se dit, oui, mais s'il fallait faire une guerre conventionnelle, avec des déluges d'artillerie, comme on voit actuellement, avec les missiles, avec les munitions qu'il faut pour les soldats et autres, là, on s'aperçoit que nous, d'après le rapport qui a été fait pour le Sénat récemment, je crois qu'on tient 4 jours. Munitions, on a 4 jours de munitions. Donc, on aurait eu le problème de l'Ukraine. Au bout de 4 jours, on faisait la paix. Puis, enfin, on faisait la paix. On arrêtait tout, puisqu'on avait tout perdu. On est bien d'accord. Et on ne pouvait plus se battre. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on surinvestisse de ce côté-là. Or, on n'a pas d'argent. Alors, que va-t-on faire? Est-ce qu'on va continuer à maintenir une armée de projection qui, visiblement, n'est plus adaptée, puis à rencontrer des problèmes dans le Sahel? Est-ce qu'on va vers une armée, je dirais, conventionnelle, classique, mais on n'a pas les moyens, et puis là, en plus, on n'a pas d'appui des Allemands pour mettre au point les nouveaux matériels? Ou alors, est-ce qu'on fait le choix des Allemands? On dit, vive l'OTAN, on achète tout aux Américains et on tue l'industrie française. Sacré problème. Ça, c'est un très, très grave problème, mais c'est un problème de grande politique, si j'ose dire, du regard que l'on porte sur son pays, sur ce qu'il doit être, sur ce qu'il peut faire, sur les moyens qu'il faut y consacrer, sur les arbitrages qu'il faut faire. Alors oui, c'est vrai, on est pauvre, oui, la crise arrive, oui, on est endetté, mais le problème, c'est que l'euro n'étant pas le dollar, quand l'Amérique est endettée, c'est pas très grave. Oui, mais quand c'est dans nous, c'est dur. Bon, moi, je pense qu'on est effectivement dans un piège. On est dans je dirais, il y a un effet ciseau, quoi. Il y a une sorte d'effet ciseau où là, on va être mis devant les réalités que nous ne voulons pas voir depuis longtemps. Parce que le démantèlement, la réduction, j'allais dire, de tête, comme une tête de notre armée depuis maintenant quand même, je sais pas, les fameux dividendes de la paix, 30 ans.
même s'il y a eu des rattrapages, même s'il y a eu des rustines, même si, là, depuis quelques années, on essaie, c'est vrai, il y a une petite remontée budgétaire, mais on n'est pas dans justement, dans un programme ou dans un budget de projection de puissance ou de restauration d'une véritable capacité, soit pour la haute intensité ou pour les forces de projection comme celles auxquelles on s'était accoutumé. Eh bien, on est quand même... on n'a pas fait tout ça. On n'a pas fait tout ça. On a maquillé la misère, entre guillemets. On fait cocorico, bon, c'est formidable. Enfin, on voit bien quand même les limites à la fois d'une politique étrangère articulée sur une puissance militaire qui est de plus en plus... comment dirais-je, étriée régulièrement. Et donc, je pense que moi, à moins d'une... J'ai peur que la défausse européiste et bien sûr la défausse otanienne, dans laquelle quand même on donne à plein, absolument. Après avoir expliqué que c'est la mort cérébrale de l'OTAN, moi je prétends que c'est la mort cérébrale de la France, mais enfin, on est quand même en fait dans un suivisme total. Total. On est rentré comme un seul homme dans le narratif sur l'Ukraine. On ne se rend pas compte de ce que tout ça veut dire au-delà de l'Ukraine, de ce qu'est ce conflit. De ce qu'est ce conflit par rapport à la Russie, par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine. Enfin, oui, d'autant que la France a été, comme vous le rappeliez, l'Allemagne a joué l'économie pour assurer sa place au niveau mondial, quand les Anglais et les Français ont maintenu la force militaire en disant « nous, on a la dissuasion militaire, nous, on a l'armée, donc nous, on est une grande puissance parce qu'on est fort au point de vue militaire. On a perdu la force militaire et on n'a pas la force économique. » On n'est plus rien. Tandis que les Anglais, on la livre. Les Anglais, on la livre, et les Allemands, ont la puissance économique. Exactement. Donc on est dans une situation très délicate, et on comprend pourquoi les Allemands nous disent, mais le siège au Conseil de sécurité, il faudrait quand même que vous le donniez à l'Europe et que ce ne soit pas la France qui l'ait, évidemment. Mais on comprend pourquoi, parce qu'en réalité, on est en train de descendre. C'est le vrai rapport de force, voilà. Donc, après, il y a un moment. Quand on voit, alors pour revenir sur le SCAF, puisque c'était le thème de départ, c'est sûr que sommes-nous capables de financer des efforts, des investissements comme celui d'un avion comme le SCAF, qui sera bien plus coûteux que le Rafale, bien entendu. Sommes-nous capables de le financer réellement et ensuite de le vendre parce que si on n'arrive pas à le vendre, d'abord, ça nous ruine, mais de toute manière, on risque d'être ruiné simplement pour le construire. Donc, je pense qu'il y a aussi des scénarios d'amélioration du Rafale. Est-ce qu'il ne faut pas repenser une amélioration du Rafale que nous sommes capables de faire, et après tout, l'avion a du succès, donc on peut le développer. Absolument. Et dans beaucoup de pays, je dirais non-OTAN, l'avion a cet avion à la côte, parce qu'il n'est pas américain. Absolument. Et ça, le nouveau partage du monde qui est là maintenant, qui quand même se dessine chaque jour davantage. C'est clair. Va donner des opportunités aussi. Le problème, c'est qu'il faut quitter l'idéologie pour ne pas voir ce qui pourrait bien nous gêner ou nous désavouer. On est mal doté, si j'ose dire. On s'affaiblit nous-mêmes, on se contraint. Et pourtant, il va falloir décider. Il va falloir décider d'une politique à long terme. Parce que là, c'est du long terme. Oui, mais nous avons encore de grands industriels de l'armement qu'il faut soutenir absolument. Est-ce que c'est en s'engageant, je n'ai pas les données chiffrées d'un avion de 6e génération fait, j'allais dire, en franco-français, avec Safran, avec Thales, etc. Mais ça doit être assez conséquent, puis ça doit être long surtout. Donc voilà, c'est quoi? C'est 20-30 ans, quoi. C'est très long. Oui, d'autant plus qu'on voit qu'à côté des avions, on voit l'importance, la montée en puissance des drones, où là, visuellement, par contre, l'industrie de défense française est complètement passée à côté, parce que les Israéliens, les Turcs, les Américains, tout le monde domine au niveau des drones, et nous, on est en terrain plat, à la ramasse. Notre modèle de drone vanté depuis longtemps, il ne sort toujours pas. D'ailleurs, entre parenthèses, une fois de plus, une coopération européenne.
Et on n'est pas fichu de sortir le drone, le fameux mal. Hein, c'est une catastrophe. Le drone mal, ouais. Nous sommes dans une... Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir qu'en définitive, derrière ce qui est en train de se passer, au niveau des grands contrats avec l'Allemagne, au niveau également des conséquences de la guerre en Ukraine, c'est vrai que ça oblige à une révision complète de notre politique de défense. Et de notre politique étrangère. Et de notre politique étrangère, et c'est ce que vous disiez. Parce que ça va ensemble. Ah oui. Politique de défense ne peut pas être juste d'être capable de mettre des forces en appui des volontés d'un allié américain, Absolument. par exemple, qui, pour ses propres motifs, aurait besoin que la France ou d'autres viennent appuyer un flanc, enfin, je ne sais quoi. C'est juste, c'est pas acceptable. Donc, il faudrait vraiment arriver à tout reprendre. Oui. Mais le problème, c'est que la pente douce, la pente... Vous savez, c'est ce livre merveilleux de The Road Less Traveled. Il faudrait choisir le chemin ardu. Ouais. Or, on choisit toujours les politiques choisissent la pente douce. Donc la pente douce, c'est de faire semblant de croire à quelques utopies européennes et européistes. C'est quand même gentiment de se coucher quand Washington téléphone. Et puis d'attendre, d'espérer que le rapport de force véritable, qui est maintenant clairement en défaveur du pôle occidental, arrive à durer et à mourir peut-être de sa belle mort, mais sur encore une ou deux générations. C'est un peu ça, et je trouve ça absolument tragique. C'est-à-dire le déni du réel, en fait, nous enfonce encore plus. Donc c'est une vraie... On est face à un vrai changement. Il va falloir faire une vraie réflexion, comme vous le disiez, stratégique, diplomatique. Mais elle doit être stratégique, absolument. Et tirer le bilan des conséquences qu'on va vivre de l'affaire ukrainienne sur le redéploiement du monde. Hein. Parce que c'est ça qui est derrière. Il faut oser autre chose, mais pour ça, c'est une révolution mentale, en fait. Hein. C'est une révolution de tout, de la vision de la paix, de la vision de la guerre, de ce que doit être l'Europe, de ce qu'elle peut être aussi. En définitive, on est à un changement. Nous, on parle actuellement beaucoup de changements au niveau du comportement des gens, au niveau de beaucoup de choses. Mais en définitive, on est dans un changement global, surtout. Total, ouais. On est obligé de se repositionner sur... Et ce sont les puissances pivots qui vont être centrales. Absolument, comme toujours. Voilà. Et malheureusement, nous n'en sommes plus. Ah non, nous n'en sommes mais c'est plus dommage, parce qu'on devrait. C'est notre ADN ADN stratégique. C'est notre ADN stratégique d'être indépendant et justement de pouvoir aider, balancer selon nos intérêts. Donc on va pouvoir, en définitive, on va vivre une époque passionnante dans les mois à venir. Passionnante. Hein, puisque non seulement on verra ce qui se passera pour le SCAF, mais là, je crois qu'on n'a pas d'illusion. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'illusions à avoir. On ne voit pas pourquoi il serait intéressant, à moins de nous retarder encore. C'est ça. Hein, mais il faudra se méfier des éventuelles résurgences de volonté allemande. Il faut faire attention. Mais derrière, il faut surveiller effectivement les déclarations stratégiques allemandes. Et il y en a. Il y a des signaux donnés par la ministre allemande, donnés par le chef d'état-major allemand. Enfin, ils donnent de plus en plus, ils parlent. Oui. Moi, ça m'a frappé, parce que du temps de Merkel, il ne parlait pas. Non, mais il y a une désinhibition. Hein, il y a une vraie désinhibition géopolitique allemande. Elle est nette, elle est claire. Ils l'ont dit, c'est dans le contrat de coalition déjà. Nous voulons être une puissance centrale, etc. etc. Donc, ça y est, c'est la Mitteleuropa, chère aux stratèges depuis toujours. Hein. On est en train de la refaire. Tout à fait. Et c'est très intéressant, parce qu'il va voir que nous, comment on se repositionne dans toute cette affaire-là. Et c'est des révisions stratégiques déchirantes. Oui, déchirantes, difficiles. Caroline, merci pour nous avoir fait partager un peu cette vision, parce que c'est importante et qui, je pense, permettra à nos auditeurs de comprendre un certain nombre d'enjeux dont personne ne parle et qui sont pourtant fondamentaux, parce que c'est ça qui va se passer et c'est devant ça qu'on va être, à ça qu'on va être confronté. Donc merci d'avoir participé à notre émission. Puis alors à très bientôt, on aura l'occasion à coup sûr de se retrouver pour continuer dans tous ces... Très bien. Merci. Volontiers. Au revoir. Merci. Alors effectivement, on découvre encore des analyses extrêmement pertinentes et un discours qu'on n'entend pas partout. C'est tout l'intérêt de notre émission. Et tout ça
même si là, je suis un peu démoralisé à la sortie de cette Pas du émission. tout, Pas du tout. pas du tout, Mais, faut pas être- mais voilà, c'est bien aussi de rentrer dans le dur, on va dire. Absolument. Après, il faut trouver les solutions. Peut-être qu'il y en a, on verra avec nos politiques et ainsi de suite. Là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Oh là Voilà. là. Et la lucidité ne conduit pas forcément au désespoir. Et voilà. Bon, alors ça y est, je suis Voilà. reparti. Je suis remonté. Je suis remonté. Voilà. En tout cas, merci à tous. Et bien évidemment, vous pouvez suivre toute cette émission sur openboxtv.fr. Merci, à bientôt, au revoir. Vous êtes étudiant, enseignant, chercheur, expert dans nos domaines de prédilection. Vous souhaitez participer à notre prochaine émission sur openboxtv.fr. Vous pouvez vous inscrire ici et vous viendrez présenter le sujet qui vous tient à cœur et ensuite vous débattrez avec Alain Juillet et son invité. Nous vous attendons avec grand plaisir dans notre prochaine émission. Merci.